8e Cloport Tour met le cap au sud. Nous partons à la découverte des chemins de fer italiens, principalement le sud de la Botte. Ensuite, nous prendrons un bateau pour traverser la mer Adriatique entre Bari et Bar au Monténégro. Nous prendrons alors une des plus belles lignes d'Europe qui relie Bar à Belgrade. Nous traversons le Monténégro et la Serbie. Ensuite, c'est avec le Wiener Walser que nous rejoignons Zurich et Genève avec les CFF, puis Lyon-Part-Dieu. Pour cette édition 2011, nous sommes 8 cloportes à nous lancer dans l'aventure. Il y a Pierre, Vincent, Greg, Denis, Kevin, Patrick, Hervé et moi-même. C'est donc un petit effectif. Mais c'est les plus fidèles. Nous sommes le lundi 23 mai, il fait un magnifique temps chaud. Nous avons pris place dans le TER pour Genève, celui qui part à 12h34 de Lyon-Part-Dieu. Nous arrivons à Bellegarde. C'est le moment de se souvenir du temps du petit dépôt et du foyer déroulant aujourd'hui démoli. Certains se souviennent également des autorails Picasso qui arrivaient de la ligne de Nantua, aujourd'hui modernisée et électrifiée pour les TGV Lyria. Ils ont prolongé. Ils ont demandé l'argent à la ville. C'est bien, ils reviennent un peu à la moitié. La nouvelle gare tout en rondeur a pris la place de toutes ces anciennes installations. Mesdames, Messieurs, notre tracteur arrive dans quelques instants, gare de Genève, 5 minutes. Changement de train pour les directions de Saint-Gelin, départ à 14h45. Genève à l'aéroport, départ à 14h47. Grenoble, départ à 14h57. Terme, départ à 15h. Ah, on arrive sur la frontière. Bagnères, départ à 15h14. Leuven, départ à 15h21. Retour vers Bellegarde de Lyon-Part-Dieu, départ à 15h28. Alors, ça se trouve, Avant de dépendre, rassurez-vous des oreilles, c'est la votre revenue La de vitesse, d'accompagnement vous stationne de journée. Nous arrivons à Genève sur la voie 8, il est 14h25. La voie 8 est une voie commutable, nous n'avons donc pas besoin de passer la frontière. Nous profitons des 31 minutes de correspondance pour s'imprégner de l'ambiance des chemins de fer fédéraux suisses, les CFF. Nous allons emprunter cet interrégio pour Brigue. Par chance, la composition est renforcée avec une ancienne voiture dont les fenêtres s'ouvrent. Il n'y a pas mieux pour le bonheur d'un cloporte. Cela fait 2 heures que nous sommes partis. Il est grand temps d'ouvrir les premières bouteilles. Il fait un temps magnifique. Avec les fenêtres ouvertes, les habitudes de cloporte reviennent très vite. Notre interrégio va s'arrêter dans toutes les petites villes le long du lac Léman, puis celle de la vallée du Rhône jusqu'à Brigue. Nous sommes maintenant à Vevey, puis c'est Montreux. C'est depuis cette ville que part le train à voie métrique, le MOB, le Montreux-Oberland bernois. Nous voici à Aigle, célèbre ville des amoureux des petits trains suisses. En effet, la place de la gare est le point de départ de 3 chemins de fer à voie métrique. Ils vont en direction de Lézin, les Diablerets et Champéry. Nous voici Saint-Martigny, le point de départ de la célèbre petite rame rouge du Mont Blanc Express
pour Le Châtelard, Valorcine et puis Chamonix. Nous continuons vers l'est. Nous avons toujours un temps magnifique avec une très belle vue vers les massifs alpins. Nous passons par Sion et nous voilà à Visp. C'est le point de départ de la voie métrique vers Zermatt et du point d'accès du tunnel du Löschberg. Nous arrivons à Brigue à 17h31. La ponctualité des chemins de fer suisses n'a pas été démentie, une fois de plus. Nous sommes maintenant au complet. Kevin et Patrick ont exploré les BLS avant de nous rejoindre. La première mousse au buffet de la gare est de rigueur pour cette occasion. Il va pas boire tout seul dans sa petite gare. Là. Il faut qu'il c'est l'entraînement. Nous quittons la Suisse avec un omnibus pour Domodossola. Il est 18h07. C'est l'heure de sortie des bureaux et des ateliers. Les Italiens transfrontaliers rentrent chez eux. Le train est bondé. Nous arrivons à Domodossola. C'est maintenant l'univers des ferroviaires del Stato, les FS. Nous prenons un train régional en correspondance. La prochaine étape est la gare de Milan Centrale. Notre train régional file à bonne allure vers le sud. Nous longeons le fameux lac Majeur. Le train s'arrête à Stresa, puis Arona. Arona a été la première ville-étape de la saga des Cloportours. C'était en 1995. Nous arrivons à Milan à 20h40. Nous profitons une fois de plus des fenêtres qui s'ouvrent pour contempler le spectacle qui s'offre à nous. Il est toujours très impressionnant de rentrer dans une grande gare terminus. Celle de Milan Centrale en fait partie. La gare de Milan Centrale est inaugurée officiellement en 1931. La façade fait 200 mètres de large et la voûte s'élève à 72 mètres, un record à l'époque de sa construction. Elle dispose de 24 quais. Au début des années 2010, la gare, qui compte une desserte quotidienne d'environ 600 trains, voit passer 320 000 voyageurs chaque jour. C'est la seconde gare italienne pour son trafic. Nous avons passé une excellente après-midi. Il a fait beau et nous avons déjà vu des paysages somptueux. Mais les choses sérieuses commencent seulement maintenant. Nous allons traverser le pays avec ce train de nuit. Il porte la référence ICN 781. Demain matin, nous serons à Lecce, à plus de 1000 km de Milan. Mardi 24 mai, nous voilà dans le sud. Nous avons tous passé une excellente nuit, malgré une climatisation longue à démarrer. Les cloportes voyagent maintenant en T3, 3 lits par compartiment. Et c'est une très bonne chose compte tenu de ce qui nous attend pour les prochains jours. Nous voilà à Lecce, dans la région des Pouilles. Il est 8h20, nous sommes bien à l'heure. Cette gare a été ouverte en 1866. Elle est le terminus sud du chemin de fer d'Adriatique et est également le terminus des Ferroviaires del Sud-Est, une compagnie régionale qui dessert Martina Franca, Otrante, Gallipoli et l'extrême sud des Pouilles. Notre ICN rentre au dépôt sans traîner. Une autre rame attend son prochain départ en gare. On a beau être à Lecce au sud de l'Italie, le trafic est important. Nous allons poursuivre notre périple avec les chemins de fer du Sud-Est, les FSE. Cette compagnie est en fait une filiale des Ferroviaires del Stato. La compagnie, qui exploite à la fois les infrastructures et le matériel, gère 474 km de lignes de chemin de fer dans les 4 provinces du sud des Pouilles, les provinces de Bari, Tarente et Lecce. Nous allons explorer cette compagnie et son matériel spécifique. Nous prendrons un train de Lecce à Gagliano,
tout au sud de l'Italie, un autre jusqu'à Cassarano, puis Gallipoli. Nous ferons une petite étape touristique dans cette petite ville réputée, avant de repartir pour Lecce par les lignes de Nardo et Zolino. Il faut acheter des billets. Les FSE ne sont pas dans les accords FIP. Lecce est une ville italienne d'environ 95 000 habitants. Elle est située dans la province des Pouilles. Lecce a été pendant des siècles un centre culturel, religieux et commercial prospère et l'une des villes les plus peuplées du royaume de Naples. Il fait déjà bien chaud. Greg pense à notre future soif. Nous partons avec l'autorail AT 509 de 9h43 pour Gagliano. Arrive à 10h02. Dès le départ, nous sommes bien loin des concepts TER de notre époque. Cet autorail des années 50 est tellement typique. Francesconi, Oui, oui, elle est bonne. il est 6h30 du mat et vous êtes déjà à la bière? Ah oui, parce qu'il faut... Ma sabato ti cambi tu pure! Lo spinola, c'è giù di cambi! in Inghilterra. Fammi sapere, perché sabato, cosa mi cambi c'è giù? No, la Pelinio. Domani alle 5 la mattina, sai? Alle 5. Quelle ambiance! Le réseau à voie unique est extrêmement bien desservi. Il y a beaucoup de circulation et des croisements dans pratiquement toutes les grandes gares. Un club pour tour ne saurait se concevoir sans surprise, sans busification. Eh bien, c'est maintenant. La voie est interrompue pour travaux. Il faut prendre un bus sur la partie concernée et récupérer un autre train. Nous voilà à Gagliano-le-Ca, le village le plus au sud du talon de la botte. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous avons juste le temps d'acheter des billets et de monter dans notre prochain autorail pour Cassarano. La campagne est constituée de nombreux champs d'oliviers et de capriers. Les villages sont nombreux, les gares se suivent. Nous sommes à la gare de Presicce Acquarica. Nous attendons un croisement qui se fait attendre. Nous arrivons à Cassarano. Nous devons descendre. Notre autorail continue sur Lecce. Nous avons 42 minutes pour profiter de cette petite bourgade et de sa gare de bifurcation bien sympathique. Bon, je vais voir si je trouve un petit bistroquet pour boire le café. On part à 55, vous avez le temps. Et c'est Dominique et Raphaël, les deux Corses, tu sais, elle dit ah, il y a la poule qui marche plus. Il dit bah monte sur mes épaules, on va la changer. Alors il monte. Et l'autre il fait qu'est-ce qu'il fait? Il dit ben j'attends que tu tournes. La cloche sonne. L'autorail en provenance de Gallipoli est annoncé. Il repart aussitôt avec le numéro AT408. Nous montons à bord de cet antique autorail.
Le temps s'est couvert. Il hésite entre fraîcheur et orage. Les cloportes sont plus captivés par des discussions lyonnaises que par le paysage des Pouilles. Nous arrivons à Gallipoli. Gallipoli est une belle cité historique. La vieille ville est sur une île avec des fortifications. Mais les cloportes ont préféré un repas chaud, tranquillement en terrasse, plutôt que de la visiter. Le beau temps et la chaleur sont revenus, comme le temps de reprendre ces antiques ALN italiens. Notre prochaine étape est Lecce. Nous arrivons à Nardo Central. Il y a des correspondances avec une autre ligne. Il est surprenant de voir autant de trains et de voies ferrées en exploitation sur cette partie extrême de l'Italie. Les villages sont nombreux, la démographie est loin d'être désertique. Le service public ferroviaire est conservé, ce qui est certainement d'une grande utilité pour la population. Nous arrivons à Lecce à 16h48, de nombreux trains stationnent en gare. Notre prochain train part dans 1 heure. Nous avons juste le temps de déguster une bière bien fraîche sur le parvis de la gare. Nous allons quitter Lecce à 17h45 avec ce train régional. Il fait chaud en cette fin de journée. Il n'y a pas la clim. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Les cloportes commencent à fatiguer après plus de 24 heures de voyage. Nous arrivons à Bari à 19h40. C'est une des grandes villes du sud. Nous allons changer de moyen de transport pour la poursuite de notre voyage. Ce soir, pas de nuit à l'hôtel, mais une nuit sur le Sveti Stefan, bateau commercial qui relie Bari à Bar au Monténégro. C'est une première pour le Cloporte Tour. Nous avons traversé la ville à pied entre la gare et le port de Bari. Nous avons eu du mal à trouver le bon port, mais nous y sommes quand même arrivés. Une fois sur place, nous avons dû aller au guichet en bus-navette pour retirer nos réservations. Les guichets n'étant pas sur le lieu d'embarquement du bateau. C'est un peu galère quand même. Mais heureusement, nous arrivons à nous faire comprendre. Tout se passe bien avec l'efficacité italienne et tout est rapidement en ordre. Je peux faire la distribution des billets avec les passeports aux cloportes. Passagers. Il est 21h, le bateau doit théoriquement partir à 22h. Nous pouvons embarquer. Mais la légende italienne reprend vite ses droits. Nous lèverons l'ancre que vers minuit. On s'en fout, nous sommes bien installés et le restaurant est ouvert. Nous allons faire un festin avec des spécialités du Monténégro. Mercredi 25 mai. Voilà, nous sommes en vue des côtes du Monténégro. Seulement 227 km séparent Bari de Bar. Même si nous sommes partis avec 2 heures de retard, nous allons arriver à l'heure dans ce pays de l'ex-Yougoslavie. La nuit a été moyenne. Le Sveti Stefan est vieillissant. Les couchettes sont bancales et mine de rien, les puissants moteurs diesel qui nous font avancer sont assez bruyants.
débarquons vers 8 heures. Il faut passer la frontière et encore montrer son passeport. Bar est une ville du Monténégro d'environ 15 000 habitants. Elle constitue le principal port du pays et également un pôle touristique important. Notre train part à 12h40. Nous faisons halte dans un café pour prendre le petit déjeuner en terrasse. Nous trouvons facilement la gare. Bar n'est pas une grande ville. La ligne qui relie Belgrade à Bar est à écartement standard. Avant 1959, elle était tronçonnée en plusieurs sections avec des écartements de 600, 750 ou 760 mm de large. Cette locomotive, exposée sur le quai de la gare, témoigne de ce passé à voie étroite. Un train local en provenance de la capitale Podgorica entre en gare. C'est une rame RVR. Elle a été fabriquée en Lettonie du temps de l'URSS. On trouve beaucoup de rames de ce type en ex-Yougoslavie et dans tous les pays de l'Est. C'est le traditionnel moment de manger le cake cuisiné par la famille Chaz. Il est bien sûr accompagné de la clairette de Die. Nous allons prendre le seul train de jour qui relie Bar à Belgrade. C'est l'Intercity numéro 432 dénommé Podgorica. Il se met en place un petit peu avant midi. C'est un train d'une composition classique de 7 voitures, dont une de première classe et une voiture bar. Ce sont des voitures des chemins de fer serbes et monténégrins. Elles ne sont pas climatisées et les fenêtres s'ouvrent. Cela promet un excellent voyage. Nous partons alors, il est 12h28. Nous sommes partis pour couvrir les 476 km de Bar à Belgrade en un peu moins de 10 heures. L'arrivée est prévue à Belgrade à 22h07. La ligne comporte 301 km en Serbie et 175 au Monténégro. Elle est électrifiée sur la totalité du parcours. Elle emprunte 254 tunnels et 435 ponts. Les tunnels les plus longs du parcours sont ceux de Sosina et de Zlatibor. Le pont le plus long et le plus célèbre du parcours est le viaduc de Maja Rijeka qui mesure 498 mètres et s'élève à 198 mètres au-dessus du sol. Nous longeons la mer Adriatique pendant un quart d'heure avant de tourner vers le nord. Nous ne verrons plus la mer. Bon allez, adieu la mer. C'est la dernière fois que vous la voyez là. Comme il est presque 13 heures, il est l'heure du casse-croûte. Nous sommes confortablement installés dans une voiture à compartiment. Les fenêtres sont propres et grandes ouvertes. Nous longeons maintenant le lac Skadar. Il fait partie d'une réserve naturelle. Peu de temps après, nous sommes à Podgorica. Anciennement Titograd du temps de la Yougoslavie, la ville de Podgorica est la capitale du Monténégro. Il y a eu affluence en gare. Le trafic ferroviaire n'est pas tellement important dans ce petit pays qui ne comporte que 3 lignes. À peine 10 minutes après, nous sommes dans la campagne et dans la vallée de la Maja Rijeka. Nous allons remonter cette rivière jusqu'au célèbre viaduc qui porte son nom. Après,
viaduc de Maia Rijeka a été construit en 1973. Il se situe à une vingtaine de kilomètres au nord de Podgorica. C'est le pont le plus long de la ligne ferroviaire Beograd-Bar. Ce viaduc est devenu le plus haut pont ferroviaire par rapport au fond de vallée, détrônant le viaduc des Fades sur la Sioule dans le Puy-de-Dôme. Les paysages qui s'offrent à nous depuis Podgorica sont exceptionnels. Ils confirment que cette ligne est l'une des plus belles d'Europe. Nous passons en gare de Kos, au milieu de nulle part quelque part dans les Alpes dinariques. Les Alpes dinariques sont un massif montagneux des Balkans. Elles s'élèvent entre la plaine de Pannonie au nord et la mer Adriatique au sud. Nous passons sans arrêt. Il fait plus frais, le temps se couvre. Nous sommes certainement à plus de 1000 mètres d'altitude. Nous arrivons à Kolašin à 15 heures sous une grosse pluie d'orage. Nous poursuivons notre voie vers la Serbie. Elle n'est plus très loin. Notre train roule plutôt bien et nous sommes presque à l'heure. Nous voici à Bilejo-Polje. C'est la dernière ville du Monténégro. C'est la frontière avec un contrôle de passeport et un changement de locomotive. Notre locomotive de série 461 du Monténégro va être remplacée par la même locomotive de même série mais de Serbie. Nous roulons toujours correctement en direction de Belgrade. La voie ferrée serpente le long de la rivière la Lim. C'est une rivière qui traverse le Monténégro, l'Albanie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine. Sa longueur est de 220 km, ce qui en fait le principal affluent de la Drina, qui se jette ensuite dans la Save, puis le Danube. Nous venons de passer en Serbie. La rivière fait office de frontière sur quelques kilomètres. De l'autre côté, c'est le Monténégro.
passons la gare de Brodarevo sans arrêt. C'est le premier village serbe. Voici en gare de Prijepolje. Petit à petit, nous prenons du retard. Les infrastructures serbes ne sont pas en bon état. À chaque pont ou viaduc, il faut passer au pas. Nous arrivons à Priboj. Cette ville est située à l'extrême ouest de la Serbie centrale, juste à côté de la Bosnie-Herzégovine. L'arrêt est de courte durée. Un train régional attend notre passage pour aller vers le sud. Nous allons quitter la vallée de la Lime. Elle continue à couler vers l'ouest en direction de la Bosnie-Herzégovine. Notre voie ferrée passe même dans ce pays sur quelques kilomètres avant de retourner vers l'est et la Serbie. Il est 18h45. Nous avons encore plus de 200 km avant d'arriver à Belgrade. Il va bientôt faire nuit. Nous voici à Valjevo. Il est 22h. Nous avons 1h30 de retard. La progression vers Belgrade est de plus en plus pénible. Le réseau ferroviaire serbe est complètement à bout de souffle. Certainement des séquelles de la guerre. Nous passons les ponts, les viaducs au pas. Et les passages à niveau n'ont plus de barrières. Il faut également les passer en marche prudente. Nous devions arriver à Belgrade à 22h07. Nous sommes en vue de cette capitale à minuit seulement et le train s'arrêtera à son terminus à minuit et demi. Nous avons fait les derniers kilomètres à peine 10 km/h. Les cloportes arrivent bien fatigués mais quand même contents de ce périple depuis Bar. Ça en valait le coup. L'hôtel est juste en face de la gare, il est rénové et impeccable. Cela va vraiment nous faire du bien. Jeudi 26 octobre. Après une excellente nuit et un bon petit déjeuner, les cloportes ont investi la place de la gare de Belgrade. Il fait beau. Nous profitons de cette capitale serbe un court instant avec l'animation des rues et la circulation des tramways. Nous avons du temps. Notre prochaine destination est Budapest et le train part à 10h05. Le train de nuit Bar-Belgrade, qui devait arriver à 7h, arrive seulement maintenant. Il est 9h25, il a donc 2h25 de retard. Située au centre de l'Europe, la gare de Belgrade est internationale en 2011. Ici, la rame en provenance de Bucarest est la plaque du train Euronight pour Zurich. Comme de nombreuses gares de l'ex-Yougoslavie, une locomotive à vapeur trône en mémoire du passé. Nous quittons Belgrade avec l'express 342 pour Budapest à 10h05. L'arrivée est prévue vers 18h à Budapest. Hervé, Patrick et Kevin ont choisi de rester quelques heures de plus dans cette capitale. Ils prendront le train de nuit pour Budapest. Oh, vous aimez bien, hein? Un séjour dans l'au-delà. Nous quittons la capitale serbe à très petite vitesse, tout comme notre entrée de hier soir. Oui. Il y a du beau monde alors dans le train.
traversons la Sava, un affluent du Danube. Pour rejoindre les grandes prairies hongroises et Budapest, nous prenons la direction du nord-ouest. Nous allons desservir les gares principales de Stara Pavoza, Novi Sad et Subotica. La voie ferrée est en bon état jusqu'à la bifurcation de la ligne vers Zagreb. Nous allons plus vers le nord et à partir de là, nous retrouvons comme hier une infrastructure de plus en plus pourrie. Tac, et après. Nous croisons un train régional à Bečka. Comme beaucoup de lignes en Serbie, elle est à voie unique. Nous arrivons à Novi Sad, la capitale de la Voïvodine, la deuxième ville de Serbie. Nous allons traverser le Danube sur le pont routier. En effet, le pont ferroviaire a été détruit pendant la guerre. La voie est déviée par le pont routier. Nous quittons Novi Sad avec 15 minutes de retard. À partir de Novi Sad, plus nous progressons vers le nord, plus la voie se détériore. D'abord limitée à 60, puis 30, puis 10 et 0. À Vrabas, tout le monde descend et transbordement par car. La voie est fermée, trop pourrie. Après 30 minutes de trajet en car surchauffé, nous voici à Bakla Topola. La rame climatisée de notre express européen numéro 342 nous attend. Depuis l'arrière de la dernière voiture, la vue sur la grande ligne droite de la ligne avant Subotica. Toutes les conditions sont remplies pour pouvoir rouler à 160 km/h. Il ne reste plus qu'à refaire la voie. Nous voilà à Subotica, dernière grande ville serbe. Après un rapide contrôle de passeport et un changement de locomotive, nous quittons la Serbie avec plus d'1 heure 10 de retard. Nous retrouvons avec plaisir un réseau ferré hongrois modernisé et efficace. Nous roulons enfin à des vitesses dignes du chemin de fer. En effet, nous avons rarement dépassé les 60 km/h en Serbie. Mais notre train international fait office d'interrégio. Les arrêts sont fréquents. De plus, la voie ferrée est à voie unique et les croisements sont nombreux. Nous avançons à bonne vitesse dans la plaine fertile de Hongrie. La voie ferrée a été modernisée par l'Europe et peu à peu nous récupérons notre retard. La plaine de Hongrie est aussi appelée la Puszta. Comme on le voit, c'est un paysage traditionnel ouvert composé d'une végétation herbeuse et sauvage. Elle se rattache de la steppe eurasienne et rappelle le paysage de la prairie des grandes plaines d'Amérique du Nord, dont le climat est assez similaire. Nous sommes à 30 minutes de Budapest.
Voilà le premier chantier marchandises de caisse mobile. Les circulations sont plus denses. Nous arrivons à l'heure de sortie des bureaux. Les trains de banlieue ramènent les Hongrois de Budapest dans leur campagne. Les chemins de fer hongrois gérés par la MAV sont efficaces et ponctuels. Nous sommes à 10 minutes de la gare de Budapest-Keleti. Les circulations voyageurs et fret sont denses. La gare de Budapest-Keleti est la plus grande gare ferroviaire de Budapest. Elle a été mise en service en 1884. Elle permet à l'origine la desserte de l'Est de la Hongrie, mais aussi de la Roumanie et des autres pays des Balkans, d'où son nom Kelet, qui veut dire Est en hongrois. Elle relie désormais l'Est et l'Ouest de l'Europe, comme Munich, Zurich à l'Ouest, ou Moscou et Bucarest à l'Est. Nous arrivons pile à l'heure dans cette grande gare européenne, il est 18h07. Je vais laisser défiler. Le soir, l'activité internationale est marquée par le départ des trains de nuit vers Moscou, Bucarest ou Zurich. C'est notre prochaine destination avec l'emprunt du train EN 466, dénommé Wiener Walser. Le bâtiment principal de la gare est construit entre 1881 et 1884 dans un style éclectique. Lors de sa construction, il s'agit d'une des gares les plus modernes d'Europe. La façade principale mesure 43 mètres de haut. L'entrée est ornée de 2 statues de James Watt et de George Stephenson, les 2 pionniers du chemin de fer. Nous avons quitté Budapest bien à l'heure. Notre rapide de nuit file à 160 km/h vers l'ouest. Nous voyageons en voiture lit T3. Ce train de nuit transeuropéen dispose d'une voiture restaurant. Nous allons en profiter pour manger une bonne Wiener Schnitzel. Vendredi 27 mai. Nous sommes bientôt à Zurich. Nous avons traversé le centre de l'Europe, passé à Vienne, Salzbourg et Innsbruck sans encombre et certainement dans un profond sommeil. Nous arrivons à 7h20 à l'heure du réveil et du travail pour le Zurichois. Nous allons rejoindre Genève avec cette ICN Pendolino des chemins de fer suisses. Nous passons par la ligne des lacs de Bienne et Neuchâtel. Cela change l'itinéraire direct par Berne.
Nous voici à Genève. La boucle est bouclée. Le cloportour est pratiquement terminé. Nous sommes à 2 heures de Lyon-Part-Dieu. Nous sommes en 2011 et nous avons voyagé sur une très grande partie du trajet avec des fenêtres qui s'ouvrent. C'est exceptionnel. Nous avons emprunté du matériel ferroviaire historique comme les vieux autorails des Ferrovia del Sud. Nous avons vogué sur l'Adriatique à bord d'une relation régulière voyageurs-Bari-Bar. Nous avons traversé l'ex-Yougoslavie du sud au nord en empruntant la magnifique ligne Bar-Belgrade. Nous avons constaté l'état de délabrement avancé des chemins de fer de Serbie. Nous avons eu notre lot de bussification. Et nous avons voyagé dans un train de nuit transeuropéen entre la Hongrie et la Suisse. Les cloportes ont encore réalisé un excellent périple ferroviaire qui font la notoriété des cloportes-tours. Tous se sont donné rendez-vous pour 2012 et de nouvelles aventures ferrées.